La Voix des Bulles présente la splash page, le titillage au doigt ou à la molette de votre aire tegmentale ventrale. Bonsoir, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette deuxième émission de la splash page où je serai accompagné, moi, Thio, de Pied. Hello. Et oui, bienvenue donc dans le monde de Thio, cette espèce d'univers un petit peu égocentré où j'ai enfin réussi à prendre la place du dictateur à la place du dictateur. Et j'ai réussi même à survivre à la première édition où le docteur Tizak, qui malheureusement ne sera pas présent aujourd'hui, a essayé de me voler la place. Ça veut dire qu'on n'aura pas de courrier cette fois-ci. Ça veut dire que nous n'aurons pas de courrier cette fois-ci. Et que les pauvres lecteurs qui nous écrivent vont devoir attendre un mois avant de pouvoir avoir ces commentaires acides et mauvais et méchants. Exactement, mais justement, donnez-vous-en à cœur joie, mettez-en encore plus pour qu'il ait encore plus de choses méchantes à vous dire. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, monsieur ? Qu'est-ce qu'on fait On retient un petit peu, donc on essaye d'aller un petit peu plus loin que sur notre émission normale, donc le One Eye Club, qui se passe donc tous les 15 jours. On essaye en fait là ici de faire un peu plus une analyse profonde de la chose, d'aller un petit peu sur le fondement des choses. Si on peut dire, hein, parce que bon, on n'est pas non plus des gens très intelligents. Hein. Oui, mais non, on fait ce qu'on peut, quoi, avec ce qu'on a. C'est pas le Figaro, quoi. Le quoi ? Hein ? Pourquoi c'est Figaro ? Donc, de quoi on va parler aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on a un gros fight. Altaïr versus Game of Thrones. Eh oui. Winter is coming. Je cherche le rapport, mais je pense que tu vas nous expliquer tout ça. Mais je vais vous expliquer tout ça. Et on va avoir aussi un excellent sujet sur le crowdfunding. Comment ça marche et pourquoi ça fonctionne aussi bien, les réussites, les échecs, le pourquoi du comment expliqué par le One-Eye Pied. Ouais, je vais essayer surtout de venir sur les réussites, les clés du succès de la réussite. Les clés du succès de la réussite. Voilà, c'est ça. Expliquer. Voilà, on va revenir un peu sur le principe et ensuite sur comment ça marche. J'envoie un jingle, le chef ? Tu envoies le jingle et ensuite on commence avec le crowdfunding de Pied. Alors, le crowdfunding, mais qu'est-ce donc ce mot assez barbare, hein, crowdfunding, c'est même dur à prononcer, ça veut dire le financement par la foule. Clairement, en gros, c'est j'ai un projet, j'aimerais le faire, sauf que je suis pas sûr que ça puisse marcher. Alors, je vais demander aux gens s'ils sont prêts à mettre des sous dedans. Plutôt que d'aller chercher des investisseurs, des business angels, comme on dit dans le domaine de la high-tech, je vais aller demander directement aux gens d'investir dessus. Alors, le crowdfunding, en gros, c'est pas très très nouveau. Hein. On pourrait retrouver des exemples de crowdfunding avec, par exemple, comment ça s'appelait il y avait des éditeurs qui faisaient ça, Semic le faisait à une époque, sur certains... les souscriptions. Tu avais des souscriptions pour des bouquins, et ils te disaient, si on a tant de souscriptions sur ce livre-là, on l'éditera, et puis sinon on le fera pas, parce que ça sera pas rentable, etc. Ça permettait à des éditeurs de sortir un bouquin qui avait peu de chances de réussir, enfin vous y croyez pas trop, mais qui pouvait peut-être trouver son public, d'aller piocher dedans. Alors, à l'époque de Semic, ça se faisait pas par internet, on avait pu avoir quelques trucs perles là-dessus. Il me semble que les premiers Astro City avaient été publiés comme ça. Du coup, il faisait comment pour avoir c'était quoi C'était au courrier. Voilà, je veux dire, c'est dans les parutions de Semic qui proposait une souscription. Oui. D'accord. Ouais, il y avait des souscriptions qui étaient proposées. Il y avait Semic qui avait une lettre interne aussi qui s'envoyait aux abonnés. Ils faisaient de la promo dans les librairies, etc. Donc ça a permis d'avoir quelques pépites. C'est vrai qu'Astro City, qui maintenant est une bande dessinée qui a beaucoup de chances de marcher sur un marché du comic qui est très très développé, à l'époque, on était loin du super-héros standard, on était dans l'introspection sur le super-héros, donc c'était un peu délicat. Et puis, on a eu Internet qui est arrivé et le site Kickstarter principalement qui a pris place pour créer une structure pour gérer le crowdfunding. En gros, permettre aux créateurs d'avoir facilement une structure financière, un moyen pour les gens de payer, en fait, de récolter l'argent pour lancer le projet. On se retrouve donc au départ sur des projets très technophiles, parce que vraiment on est dans de la high-tech, donc ça va être un nouveau téléphone, une nouvelle montre électronique de la mort, un gadget terrible. En gros, c'est le gars, c'est un petit ingénieur dans son coin, il a une idée géniale, il veut la faire fabriquer,
il sait pas comment le faire parce qu'il a pas forcément les contacts dans l'industrie, etc. Et il se dit, bah tiens, je vais tester mon idée, proposer aux gens, et puis après, je m'organise tout seul. Ce qui évite aussi des fois à des gens de se mettre quasiment en faillite personnelle pour monter un projet qui peut-être ne touchera même pas de public. Voilà, et c'est sûr que ça marchera parce que bien entendu, sur la plupart des systèmes de crowdfunding, on ne paye que si le projet a atteint la masse critique, c'est la limite de financement. Quand c'est la masse critique. Voilà. C'est pouf, comme diraient les nuls. Voilà. Une explosion de fouf. Donc, selon le succès de Kickstarter, beaucoup de sites ont été créés derrière, surtout pour pallier un gros problème de Kickstarter, c'est qu'il fallait être citoyen américain pour pouvoir proposer un projet. N'importe qui pouvait financer un projet, mais il fallait être un Américain pour le faire. Donc on a eu pas mal de montages, de boîtes qui ont commencé à avoir des potes aux États-Unis qui hébergeaient leur entreprise sur place pour qu'ils puissent monter leur projet, parce qu'ils avaient une volonté internationale. Mais on a aussi eu plein de petits sites internes. Donc en France, on a eu Ulule, qui est le plus connu. On avait déjà parlé de Verkami en Espagne, il me semble. C'est eux qui avaient fait Brigada, par exemple. Donc, des sites à gauche, à droite. Donc voilà un petit peu pour donner le concept. Et puis même des éditeurs eux-mêmes qui ont commencé à en faire. Sandaway, sur un projet assez proche, mais qui nous promet au niveau de Sandaway un suivi vraiment éditorial. Pourquoi ? Parce que le problème qu'il va y avoir avec un projet de crowdfunding classique, c'est que si c'est toi qui te lances dans ton projet de livre, à un moment donné, c'est toi qui vas devoir négocier avec l'imprimeur, c'est toi qui vas devoir négocier la distribution de ton livre, qui va devoir faire la suite. Et souvent, la plupart des projets de crowdfunding, quand le bouquin est sorti, il n'est disponible que par le biais du crowdfunding ou quand on rencontre l'auteur en dédicace. On ne le verra pas en librairie. Sandaway prend le rôle d'éditeur, alors ouais, il prend moins de risques parce que, etc. Mais ce qu'il va proposer lui surtout, c'est que ça lui permet de tâter la communauté derrière. Et si le projet est financé à 75%, il est assuré de fonctionner. Donc en gros, ils mettent la différence pour tenter le risque. Et en plus, on va avoir une distribution en librairie. Ça va être le principe au niveau de Sandaway. Mais du coup, sur le crowdfunding, tu touches des parts de l'entreprise, tu touches des revenus, tu touches quoi en fait ? Qu'est-ce que tu vas gagner ? En gros, quand tu vas construire ta campagne de crowdfunding, on a plusieurs paramètres importants. Déjà, c'est de dire combien j'ai besoin d'argent pour faire le minimum. C'est, voilà, moi ce que je veux faire, c'est sortir une BD. Combien j'ai besoin d'argent pour le faire ? Donc tu vas dire, j'ai besoin de 10 000 euros pour sortir ma BD. Donc tant que la somme des personnes qui vont investir ne vont pas mettre les 10 000 euros, je ne peux pas sortir ma BD. Et à partir de là, tu vas dire, combien vont donner les gens ? Et là, c'est au choix des personnes. Les personnes peuvent donner entre 1 euro et ce qu'ils veulent. Sur la plupart des sites. En général, quand tu donnes 1 euro, c'est juste je soutiens le projet parce que j'aime bien l'auteur, je lui donne 1 euro pour lui faire plaisir. 5 euros, souvent tu vas avoir un petit bonus, un merci, ton nom écrit dans les remerciements du bouquin, etc. Et puis ensuite, il y a le prix qui va te permettre d'avoir le livre. En général, avant ça, tu as un palier qui va te permettre d'avoir le PDF du livre. Et le prix qui va te permettre d'avoir le livre, ça dépend de la taille du livre, du format, donc en général, c'est dans les entre 15 et 30 euros, on va dire, le palier pour avoir le bouquin. Et puis après, tu vas pouvoir mettre encore plus et avoir des bonus supplémentaires. Donc, ce qu'on appelle les... non, c'est pas les stretch goals encore. On n'est pas encore. Ça, c'est juste les... Moi, je dis, voilà, pour 30 euros, je vais voir le bouquin, mais l'auteur va dire, écoute, pour 30 euros, t'as le bouquin, mais si t'en mets 45, je le signe. Et je te mets un stickers en bonus. Voilà. Et puis, si tu mets encore plus, je te mets... une aquarelle en A5. Une aquarelle, etc. Et en fonction des tarifs, ça peut monter à très fort, avec un dessin original, une planche originale, etc. L'avantage... Un repas avec l'auteur, un atelier avec les auteurs aussi pour apprendre à dessiner, colorier, enfin bon. Ça, c'est au créateur du projet d'être créatif pour proposer des choses qui vont donner envie aux gens de mettre de l'argent et beaucoup d'argent d'un coup. Mais c'est vrai que sur la plupart des projets, en général, les plus grosses sommes qui sont gagnées sont sur la masse de personnes qui vont prendre le bouquin pour avoir le livre. Et en général, il faut réussir à trouver un palier qui soit un peu plus cher, mais pas trop cher, avec un petit bonus qui va donner envie. Souvent, c'est la dédicace. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut aussi limiter le nombre de lots.
Si par exemple tu as un truc où tu dis je fais une dédicace à 4 couleurs dessus, si tu commences à dire que tu le fais pour tout le monde, autant te dire que Tu y passes ta vie des rats. tu vas y passer ta vie. À un moment donné, il faut que tu t'en sortes. Tu y passes ta vie des rats seulement si ton livre, tu l'édites à 600 ou 700 exemplaires, parce que tu as eu 600 ou 700 contributeurs. Voilà. Bon, en général, il faut quand même un minimum pour que tu puisses le sortir. Voilà. Donc ça, c'est la première étape, c'est les gens vont décider combien ils vont donner. Et avec l'arrivée des succès phénoménaux qu'il y a pu avoir sur Kickstarter sur certains projets, alors dans le domaine de la tech, dans le domaine du jeu vidéo, etc., sont arrivés ce qu'on a appelé les stretch goals. Donc les stretch goals, ce sont des objectifs qui, quand le financement va atteindre un certain objectif au-delà de la somme demandée initialement, on va proposer du bonus. Exemple, on va dire que voilà, à 100%, vous avez le bouquin, ce qu'on vous a promis, c'est bien. Si on arrive à 200%, on vous met une couverture cartonnée pour tout le monde. Si on arrive pour tous ceux qui vont arriver à avoir pris au moins ce palier-là, un palier minimum. Si vous arrivez à 250%, on va mettre un papier de meilleure qualité et un stickers dedans, etc. Et ensuite, à chaque fois, pour encourager les gens à continuer à investir sur le projet et à continuer aussi à faire de la promotion autour d'eux, parce que ça joue beaucoup sur le bouche à oreille derrière. Je donne un exemple très bête sur la campagne Sendai School. Le dernier bonus, c'était une petite figurine Chibi Goldo, etc. Et autant te dire que quand j'ai vu qu'on risquait de pas l'avoir, eh ben j'ai fait de la pub tout autour de moi en disant hey, allez-y, mettez les sous, parce que je voulais qu'on arrive à atteindre le palier qui me permettrait d'avoir ce petit bonus en plus. Ouais, et on l'a pas eu. On n'a pas été Par contre, là pour en revenir à ce que tu disais, c'est par exemple la campagne de la dernière édition de Cthulhu. Oui, alors là on est dans le mode du jeu de rôle. Dans le mode du jeu de rôle, mais là qui était construit de manière, je dirais, c'était machiavélique. Il y a une interview d'un des fondateurs d'Ulule qui justement la cite en exemple comme grande réussite. Parce qu'il y a donc d'une part les stretch goals, mais il y avait aussi donc des buts à atteindre, tant au niveau pourcentage qu'aussi partage sur Facebook, sur Twitter. Plus il y avait de partage, ça débloquait des scénarios, ça débloquait. Et en fait, beaucoup d'idées très intelligentes de la part des Il y avait voilà même le partage de l'information via Facebook ou via Twitter amenait là aussi des objectifs. C'est-à-dire que si il était partagé, alors je sais pas, par 500 000 personnes, eh bien ils avaient des scénarios en plus. Si c'était retweeté mis sur Twitter tant de fois, et ainsi de suite. Et là, je trouve que c'est exceptionnel parce qu'avec tous les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, ça a encouragé les gens à tweeter, ah oui, elle a fait envie. Hein. Toi aussi, t'as fait craquer sur cette édition. Ouais, mais on n'est plus des joueurs, on n'a plus personne pour jouer. Voilà. Putain, j'ai rejoué ce week-end. Ouais, tu me raconteras. Tu me raconteras plus tard. Oui, donc effectivement, voilà, il y a eu les stretch goals qui sont apparus. Voilà, en gros, le fonctionnement standard d'une campagne. Les inconvénients, donc les avantages d'une campagne pour démarrer, c'est que, enfin, du crowdfunding, c'est que on est en contact direct avec l'auteur. C'est-à-dire que c'est lui directement qui va nous proposer les choses, etc. L'avantage, c'est que on ne perd ses sous que si c'est une réussite. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est pas mal, parce que des fois... On prend zéro risque, finalement. Voilà. Nous, de notre côté, on prend zéro risque. Si ça marche, on a ce qu'on voulait, et puis si ça marche pas, on n'a pas ce qu'on voulait. Ça, ce sont vraiment le côté des avantages. Et ensuite, l'autre avantage, c'est qu'on va soutenir quelqu'un beaucoup plus fortement que s'il devait passer par un éditeur, des intermédiaires, etc. On donne des sous vraiment plus directement, quoi. Surtout, c'est que tu lui dis déjà, fais ta BD, moi, déjà, je te l'achète. Ça n'empêche quand même pas la plateforme de crowdfunding de prendre sa marge aussi. Mais elle est moins grosse que celle d'un éditeur sur un bouquin. Qui est de 8 ou 10%, je crois. Oui, voilà. Ça dépend des projets. Ils peuvent négocier aussi, je pense. Ça dépend aussi les sommes qui sont en jeu. Voilà. Je pense que sur un projet à 1 000 €, il ne vaut pas prendre 10%. Sinon, ça fait cher. Voilà, peut-être. Je sais pas comment il fonctionne exactement. Enfin bon, voilà, je suppose. Les inconvénients, c'est que des fois, il faut attendre très longtemps pour avoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que la campagne de crowdfunding, si elle est réussie, faire un bouquin, c'est pas si évident que ça. Et souvent, les auteurs se retrouvent confrontés à la difficulté d'avoir un travail d'éditeur, en fait, voir avec l'imprimeur, etc. Et on peut aussi avoir des mauvaises surprises sur la qualité du produit final, parce que c'est pas dit qu'on va tomber sur un auteur qui va savoir choisir le bon imprimeur, vérifier que tout fonctionne bien, que ça corresponde à ses attentes en termes de qualité, et puis aux attentes aussi de son public. Et ça, c'est compliqué, ouais. Et l'autre risque aussi, c'est que l'auteur parte avec la caisse. C'est déjà arrivé sur des campagnes tech, je crois pas que ce soit arrivé sur des campagnes au niveau de la bande dessinée.
Bah après, c'est compliqué aussi pour l'auteur, parce que des fois, tu peux te retrouver, même avec l'argent, finalement, en situation d'échec, parce que y a des choses que tu n'as pas pu contrôler. Et puis, t'as pas prévu, si t'as mal travaillé ta campagne, tu vas peut-être te rendre compte que merde, je pensais pas que ça me coûterait autant et te retrouver dans la merde, ne pas pouvoir remplir tes engagements parce qu'en fait, t'as pas demandé assez. Et t'as mal géré ton projet, tu t'es emballé. Ça arrive. Ça arrive. Voilà. Donc, alors justement, quelle est la clé de la fin la clé du succès de la réussite. La clé la réussite du succès, parce que c'était ça ta phrase. La réussite du succès. Quelle est la réussite du succès? Comment fait-on pour trouver la clé de la réussite du succès, de la joie, du bonheur de réussir avec son projet? Alors, je pense pas qu'il y ait de recettes miracles qui permettent de réussir un projet à tous les coups, mais il y a quelques éléments qu'on retrouve régulièrement dans les projets qui font que ça marche. Un des éléments importants, et je pense que c'est un peu le premier, c'est la communauté. Il faut avoir une grosse communauté. Avoir des gens qui te suivent, qui connaissent ton travail et qui aiment déjà ce que tu fais. Je vais prendre l'exemple de Dave, Laurel ou Sentai School, par exemple. C'est des gens qui avaient déjà beaucoup de personnes qui les suivaient. Dans le cadre de Laurel, c'est un peu spécial, elle ne savait pas qu'elle avait autant de gens qui la suivaient. C'est-à-dire qu'elle avait son blog avec des stats de malade, mais comme il n'y a en général que très peu de pourcentage des personnes qui regardent ce que tu fais, qui interagissent avec toi, t'as pas l'impression qu'il y a tant de monde que ça. Et donc, elle a été très surprise par le succès de sa campagne. Ce qui, pour moi, montre qu'elle a déjà fait une erreur dans sa campagne à ce niveau-là. Mais j'y reviendrai. Donc, avoir une communauté et savoir l'utiliser. Ensuite, il faut avoir un sujet qui soit dans une niche qui corresponde au support. Une niche geek, en fait, j'ai envie de dire. Si on prend Sentai School, eux, ils avaient déjà tout le public de noobs qui était acquis à leur cause. Donc, clairement. Voilà, c'était réglé. Plus un sujet de délire sur les super héros japonais de notre enfance. Voilà. La Sentai School qui était d'abord un fanzine et qui a ensuite est devenue une édition un peu plus épaisse chez Coyote. C'était Coyote, c'était en magazine chez Coyote et c'était publié chez Semic d'abord, je crois, et ensuite je sais plus qui. Bon. Donc voilà. Ensuite, tu vas avoir un sujet là. Tu vas avoir Dave qui lui avait une grosse communauté, je pense. Mais après, je connais moins bien son travail. Mais là, lui vraiment, et qui était dans un projet. J'aurais moins cru au projet de Dave, par exemple, qu'aux autres. J'étais plus surpris du succès de son projet. Donc lui, c'était juste un bouquin de croquis, en fait. De ses carnets de croquis, voilà. Ouais. C'est un projet auquel je croyais beaucoup moins techniquement. Donc il devait avoir une très grosse communauté et beaucoup de gens qui appréciaient son travail et qui trouvaient intéressant de pouvoir voir ses croquis. Et j'en avais vu quelques-uns, effectivement, ce qu'il en mettait de temps en temps sur son blog. C'est intéressant. Mais je pense qu'il a touché plus une communauté d'artistes, lui, par son travail, qu'une communauté de geeks, entre guillemets. Donc avoir une grosse communauté et aussi ne pas hésiter à faire de la preview. C'est-à-dire que la personne sache ce qu'elle va avoir. Sentai School, ils ont mis une histoire complète sur leur site pour qu'on sache ce que c'est. Laurel, comme convenu, est publié intégralement sur le net, pré-publié. Les autres gros succès qu'on a pu avoir sur Internet, on a Order of the Stick, par exemple, qui, alors, je sais plus quel succès, ils ont fait une campagne, mais de malade, ça se coûte en millions, ce qu'ils ont réussi à récolter comme sous sur Kickstarter, hein, Order of the Stick. C'est phénoménal, quoi. Bon, Order of the Stick, ils avaient, on fait un truc de rôliste. Ok. C'est rigolo, c'est un bonhomme bâton, c'est bien fait. Et puis en plus, le scénar est bon. Et la série, elle en est à 1 millier de planches. Et enfin bon, ils avaient toutes les trucs pour toucher le bon public. Ça demande aussi une certaine assiduité. C'est-à-dire que on peut pas débarquer comme ça de nulle part sur Internet et lancer une campagne. Il faut qu'on soit un peu connu. Je suis pas sûr, à moins d'être vraiment quelqu'un de génial, et à ce moment-là, je pense qu'il faut avoir un certain ego pour se dire je suis suffisamment génial pour débarquer de nulle part et réussir. Après, alors là, tu vois, je reviendrai sur ce qu'on a fait en crowdfunding, ce que j'ai proposé. Comment ça s'appelle? C'était les trucs sur Darwin. Oui. Le projet de Darwin, là, qui est fait par Montpellierin. Je pense que le projet, enfin, le gars, je le connais pas du tout. Clairement, j'ai jamais vu quoi que ce soit de lui, mais parce qu'en fait c'est sur Kiss Kiss Bang Bang. Ouais, c'est possible. Tu as pas une présentation, on va dire, qui est normée, et sa présentation à lui, graphiquement, elle était splendide. Et il y a ça aussi, c'est que souvent, quand t'as pas quelque chose qui est normé, qui est vraiment où t'as que des choses où il faut remplir toutes les cases, quoi, où c'est
Et ben il y a des fois des présentations aussi de projets qui ne sont pas agréables à lire, qui ne sont pas agréables, qui sont pas faciles à comprendre, et du coup, tu rentres pas dedans, quoi. Oui, non, mais ça, c'est aussi, savoir mettre en valeur son Donc, projet. et du coup, C'est un des points. si tu as quelqu'un même qui est peut-être très connu, mais qui te présente un projet, entre guillemets, excuse-moi, mais qui est graphiquement mal explicité sur la page, bah, t'as pas envie de rentrer dedans. Alors que quelqu'un qui te fait un super projet bien carré et tout, bah, déjà, même si tu le connais pas, tu vas le lire. J'y viens, et là où j'y viens, c'est que je dis un des points de réussite, je pense, d'une campagne de crowdfunding. Je parle pas que de réussite d'atteindre son objectif, c'est de réussite de la campagne. Une campagne, c'est pas parce que tu as réussi à atteindre ton objectif à 100% qu'on peut vraiment considérer qu'elle est réussie. Une campagne réussie, c'est une campagne qui va réussir à aller un peu au-delà, voire beaucoup. Une campagne réussie, c'est aussi de voir grand. Je pense que quand on se lance sur une campagne comme ça, il faut tout de suite se dire, allez, et si faut se prêter un peu au jeu du rêve. Et si j'avais 40 000 personnes qui venaient? J'exagère, mais l'exemple de Laurel est frappant là-dessus. Ouais. Elle n'a pas du tout anticipé ce succès-là. Elle s'y attendait pas du tout. Je veux dire, elle a commencé à mettre en place des stretch goals, elle en était déjà à 1600%. Et on s'est retrouvé avec un projet qui, en plus, pour le coup, n'était pas clair. Parce qu'elle a commencé à rajouter des éléments. Par exemple, elle l'a dit, tous les bouquins seront de meilleure qualité. Oui, mais meilleure qualité par rapport à quoi? On ne savait pas quelle était la qualité qu'elle allait proposer à l'origine. On n'a pas su ce qui allait s'améliorer comme qualité. Alors, je la crois, je pense qu'elle s'est laissée complètement dépasser par les événements, parce qu'elle s'y attendait pas du tout. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut voir grand et tout de suite faire preuve, voilà, c'est aussi cette certaine honnêteté de dire, voilà, ce que je veux faire, ça va être ça. Même si à un moment donné, on va avoir un petit encart un peu technique pour dire, ça va être du papier, du 80 grammes, machin chose, en parchemin de momie égyptienne naine. Tu vois, aller sur ces précisions-là, mais que la personne sache ce qu'elle a et lui dire, voilà, ce que je propose, et puis si je dépasse, prévoir qu'on va peut-être dépasser. Ouais. Ben, disons qu'en fait, il faut déjà avoir, comme tu dis, prévu le minimum, prévu le médium et le maximum, et encore plus que le maximum, quoi. Et surtout, je dirais ne pas prévoir un objectif après l'autre. En proposer plusieurs. Toujours avoir un ou deux coups d'avance. Là, Laurel, elle n'en avait aucun. Elle avait aucun coup d'avance quand elle a lancé son truc. Il y avait aucun stretch goal, elle savait pas du tout où elle allait. Oui, bah, sauf que quand en 2 heures t'as déjà 200%, voilà. Et je pense que au niveau de sa com, ça a posé des gros soucis parce qu'il y a des gens qui se sont plaints qu'elle propose un stretch goal à 200% de stickers en plus. On dit ouais, 2000%, que des stickers, plein de choses. Eh oh, elle vous a jamais menti, elle a juste mal communiqué. C'est ça le défaut qu'il y a dessus. Elle a jamais dit. Tout ce qu'elle vous a proposé au départ, c'est vous mettez des sous, vous aurez ça. Et vous aurez ça. Ça, c'est du bonus. C'est sympa. C'est un truc en plus. Alors, effectivement, elle a peut-être, pour le coup, mis le palier un peu haut pour quelque chose qui peut paraître pas grand-chose, etc. On est habitué à avoir eu des campagnes beaucoup plus généreuses. Mais pareil, je pense qu'elle s'est complètement... elle a été larguée par le truc. Quand il y a la logique, là, aujourd'hui, elle est à 1800, je crois, tu m'as dit 1800%, ouais, dans ces ouais, voilà, c'est monstrueux. C'est monstrueux par rapport à ce qu'elle voulait au départ. Tu te dis, mais... Clairement, là, je pense que... 1885. C'est énorme, c'est énorme. Au jour de l'enregistrement, vous nous entendrez... C'était il y a une semaine. Voilà, c'est ça, parce qu'il sera à 1900, peut-être déjà dépasser les 2000. Mais du coup, il faut vraiment amener plusieurs stretch goals pour dire, il va y avoir ça si on est à 1000%, ça si on est à 1100, ça si on est à 1250, ça si on est à 1500. C'était Dave qui était hallucinant dans ce qu'il proposait. Je crois qu'à 600%, il avait proposé donc de dédicacer tous les bouquins. Et encore, lui, pareil, il a rajouté... il avait peu de coups d'avance. Il a rajouté au fur et à mesure... Ouais, mais il avait quand même mis pas mal au départ. Il en avait, je crois, quand même 3 ou 4 au départ. Hein. Et finalement, le problème, il s'est retrouvé à avoir dépassé les 3 ou 4 quasiment, presque pas instantanément, mais dès le début de la campagne. Donc tu te retrouves quand même un peu... une main devant, une main derrière, en disant bon là, je n'ai pas vu assez loin, quoi. Donc pour revenir sur Order of the Stick, pour un reprint, c'était pour réimprimer les bouquins de Order of the Stick, 14 952 contributeurs, 1 250 120 $. Belle édition. Voilà. Mais en fait, en même temps, il faut quand même une réimpression déjà à 14 000, pas mal. Il y a des auteurs français. C'est un beau tirage. C'est un beau tirage. Je pense qu'il y a juste des auteurs français, même sans parler de réimpression, qui aimeraient bien faire la moitié du tirage tout seul. C'est qu'une réimpression, là. C'est énorme. Énorme. Voilà. Bon, donc voilà, faire preuve aussi de cette générosité, de prévoir à l'avance, de voir grand. Je pense qu'il faut pas avoir peur de se dire, ça peut marcher. Faut avoir un minimum de confiance en soi, et puis si ça marche pas, c'est pas grave. Au pire, vous aurez passé un peu plus de temps à votre imprimeur pour discuter. Si j'ai temps, est-ce que vous pouvez faire mieux? Et ça vous permet aussi
de faire les choses à tête reposée avant d'avoir lancé le projet. Parce que de tout de suite prévoir, d'avoir un plan. Voilà. Après, c'est vrai que je pense que ça doit être quand même compliqué pour un dessinateur, enfin pour un illustrateur, pour la personne qui est en train de créer son bébé, de rentrer aussi dans un monde de l'édition, enfin de l'imprimeur, qui va quand même, lui, il te fait ce que tu te demandes, mais savoir exactement comment ça se passe, quel type de... Enfin, j'imagine là, les trucs techniques, peut-être complètement con, mais quel fichier je lui transmets, sous quel format, avec quelle couleur, avec moi, si moi je travaille avec telle couleur... Il y a encore des auteurs qui envoient des planches originales à l'éditeur, et c'est lui qui scanne. Hein. Alors bon, c'est les vieux, hein, en général. Non, mais la question, voilà, c'est... Et je pense que tout ça, c'est, comme tu disais, c'est vraiment préparé en amont, quoi. Savoir ce que je vais faire pour... parce que, voilà... on n'est jamais à l'abri d'un succès, et je pense qu'il faut s'y préparer. Et puis bon, après, si on fait un échec, c'est pas grave. Rien n'empêche de se dire, bon, le projet n'était pas assez mûr, ce sera pour plus tard, je reprendrai. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi un point qui me semble assez important, c'est faire preuve d'inventivité. C'est-à-dire réussir à proposer des choses dans les compensations. C'est-à-dire, si tu mets tant d'argent, qu'est-ce que tu vas offrir au bonus derrière, et aussi dans les stretch goals. Trouver quelque chose de rigolo. Ça peut être un gadget sympa, une trouvaille qui colle bien à votre univers, à ce que vous voulez faire. C'est vrai que par exemple, là je reprends Sentai School, quand ils te disent par exemple qu'ils vont faire en bonus en stretch goal, on avait le manuel pour comprendre le Man-Bat. Oui. Comment est-ce qu'il parle et son histoire, parce que du coup c'est un personnage qui apparaît dans les Sentai School, tu sais même pas d'où il vient, tu sais même pas pourquoi, des fois tu sais même pas l'étranger. Oui, c'est l'étranger qui vient, qui espionne, mais ça, c'était un stretch goal qui, à mon avis, a eu un succès fou parce que les gens se sont dit « Ouais, trop bon, on va savoir plein de choses sur lui, quoi. » Et puis même, juste dire, au-delà de la dédicace et de la planche originale, mais la planche originale, en général, c'est des contributions chères. Là, c'est les contributions à 500 Même dans les quoi. Contributions chères, trouver des idées rigolotes. Là, je pense, même si on est dans un autre domaine... qui vient de sortir, donc Chroma, là c'est des émissions vidéo, donc par Karim Debache. Il a fait Debache, mais c'est pas lui. C'est Karim Debache qui te propose Debache, Karim Debache, des bâches. Voilà, c'est un prix très cher, c'est une vanne débile. Bon, t'as plein d'autres trucs super géniaux si tu prends ça aussi, mais rien que de se dire on a mis un objet, une contribution à très cher avec une connerie parce que c'est rigolo. Ça montre aussi un côté fun dans le, tu vois. Alors, pour revenir quand même à Laurel, et là, il y a quand même une contribution fun. C'était, je crois, la dernière, Tu viens de faire tomber une bouteille. C'est pas grave, je crois que les gens l'ont entendu. C'était la dernière contribution, je crois que elle t'offre une journée avec elle où elle te fait la visite de San Francisco, les coins sympas, et tu finis au restaurant, restaurant français à San Francisco. Mais du coup, tu passes une journée avec elle. Alors, elle va travailler. Tu as aussi des bonus. Je crois que tu as une planche illustrée de ton choix. Il faut te payer ton voyage à San Francisco quand même. Mais l'idée est sympa. L'idée est sympa. Voilà. C'est quand même pour réhabiliter, pour dire quand même. Oui, voilà. C'était une bonne idée. Voilà. C'est vrai qu'on a trouvé. Mais si tu arrives à trouver aussi le petit gadget à la portée de tous, mais je vais te donner un truc tout bête. Tu vas faire un Papertoy. Tu refiles le PDF du Papertoy, quoi. Tu vois, en termes de bonus. C'est tout con. Mais ça peut coller à ton univers. Moi, j'aurais un Papertoy Man-Bat. S'ils avaient proposé ce genre de délire-là, j'aurais contribué pour avoir ce truc-là. Mais c'est une contribution que tu peux mettre, un truc rigolo que tu peux mettre à un petit prix. Ouais. C'est un PDF, ou que tu peux mettre dans un stretch goal. Un petit stretch goal. Mais si tu fais plein de petits paliers de stretch goal, les gens vont être plus tentés. Tu te dis, il manque que 20%. Tu vois, il manque que 5%. Tu vas être plus tenté, je pense, de communiquer et d'aller vers ça. Donc, voilà. Pour moi, c'est un peu les trucs qui sont importants pour la réussite. Et un autre point au niveau de la réussite qui est important, c'est d'avoir un objectif initial qui ne soit pas trop haut non plus. C'est-à-dire que ton objectif initial, faut pas non plus que tu vois très haut. Beaucoup des projets qui sont des réussites, voire qui sont des gros succès, en France en tout cas, sont des objectifs où la personne n'avait pas un gros objectif commercial. C'est-à-dire que si on prend Laurel, Sentai School ou Dave, ils n'avaient pas forcément pensé qu'ils allaient gagner des sous
en faisant ce truc-là. Il voulait le faire pour se faire plaisir. Je veux dire, quand on écoute Laurel, à la base, elle avait demandé 9 000, mais elle pensait qu'il fallait 14 000 pour faire le projet, elle était prête à faire un prêt pour finir le projet. Dave, lui, de toute façon, tu vois son projet, tu te dis, il peut pas gagner de sous. Vu le temps qu'il va passer pour faire les contributions, les dédicaces, les machin choses, etc., il peut pas gagner de sous, c'est pas possible. Enfin, il va perdre tellement de temps, enfin, je sais pas comment c'est possible. Sentai School, Oui, ils étaient à l'équilibre, je pense, dans leur projet de départ. Peut-être que Dave, il a demandé à des potes de faire les dessins pour lui. Ah, il triche. Peut-être, je sais pas, Donc voilà, alors je sais que c'est pas évident. Après, je donne les leçons, j'ai jamais lancé de crowdfunding, ni rien du tout. On pense à l'idée de lancer un jour un Patreon et encore, on sait pas trop ce qu'on va faire. C'est un peu délicat au niveau des idées. On a des idées super rigolotes, mais je sais pas si c'est légal. oui, nous, c'est un problème de légalité. D'ailleurs, Voilà. si un avocat nous écoute, il faudrait. Ouais, ça nous aiderait. Bref, Mais par contre, je voudrais quand même revenir là-dessus sur le crowdfunding. Mais est-ce que tu penses vraiment que ça va être le renouveau de l'édition, un nouveau moyen d'être édité pour certains auteurs, connus ou pas connus? un nouveau moyen, oui, mais qui reste limité. Tout le monde va pas avoir le courage de se lancer dans l'édition, même si c'est plus simple que ça ne pouvait l'être il y a quelques années. C'est moins technique. Maintenant, tu as ton logiciel qui, entre guillemets, j'exagère, mais globalement, il te sort un fichier qui va être correct pour l'impression, quoi. Le travail avec l'imprimeur va être un peu plus facile, je pense, qu'il y a quelques années où ça demandait vraiment des connaissances techniques, je pense, beaucoup plus poussées que ce que ça demande maintenant. Et pareil, je me projette. C'est une impression que j'ai. J'ai travaillé avec un imprimeur pour des flyers, des trucs comme ça, et c'était... j'ai été content du résultat, et pourtant, je suis pas graphiste. Tu vois? Ouais. Et j'ai ce genre de truc-là. Je pense que maintenant, c'est plus facile d'en arriver là. Maintenant, si tu veux avoir une exigence vraiment professionnelle et très carrée, et puis faut se sentir de le faire, faut avoir le courage parce que c'est beaucoup de temps. Non, mais Et puis du stockage, mais où tu stockes voilà. Comment tu gères la distribution, comment tu gères tous ces points-là. C'est des points qui coûtent des sous. Maintenant, ça risque, si tous les auteurs, les grands auteurs commencent à se lancer dans du crowdfunding. Et justement, parce que là, actuellement, il y a quand même des grosses discussions justement sur les droits d'auteur. Enfin, là, je sais plus ce que j'ai lu sur Twitter, un lien où justement voilà, les auteurs parlaient des droits des éditeurs, des libraires qui ont touché beaucoup, qui touchaient une grosse partie, une trop grosse partie parfois à leur goût. Éditeurs, je crois que c'est plus les éditeurs d'ailleurs que les libraires. Oui, c'est les éditeurs qui... Et est-ce que justement, ce serait pas un moyen pour les auteurs de passer outre ce système d'édition? Oui, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, va y avoir des envies de structuration. C'est-à-dire qu'on va peut-être avoir un auteur qui va se dire « Putain, j'ai réussi à lancer le projet, je vais essayer de les gens vont venir le voir en lui disant « Tu pourrais me conseiller ?» Et il va peut-être vouloir créer une sorte de label où il va lui-même lancer les projets. Il va se retrouver avec une sorte de sous-éditeur, entre guillemets. Je pense qu'on risque de retomber dans ce modèle-là. Le but de l'éditeur, à la base, c'est quand même de déléguer ce qui n'est pas ton métier à quelqu'un qui sera performant là-dedans. Gérer les stocks de la distribution et tout ça, c'est pas forcément ton métier. Puis il y a aussi le fait que après, c'est peut-être que tu peux gérer ça avec la distribution, mais que ta maman puisse voir ton livre dans une librairie. Alors, je suis d'accord qu'il y a cette idée-là, mais si voilà, tu prends, on va dire, par exemple, Arleston et Tarquin, qui te font un Landfest, le prochain Landfest du voyage au centre de la Terre, par exemple, je sais pas. Et ils le font en crowdfunding. Ils ont 14 000 contributeurs. Bon, disons qu'ils règlent leur problème de, je pense, contrat déjà avec Non, Soleil, mais voilà. ouais. Avant ça, on imagine, ils le font. Une fois qu'ils ont envoyé le bouquin aux 14 000 contributeurs, c'est fini. Ouais, mais le bouquin est plus disponible, alors peut-être qu'il va y avoir des demandes. Comment est-ce que tu gères ensuite ce côté-là? Alors tu pourrais le vendre à l'éditeur après, une fois que tu as fait ton crowdfunding. Mais voilà, parce que du coup, est-ce que voilà, tu penses que c'est pas un moyen, on va dire, de se lancer, même pour des gros, des grands auteurs, de se lancer sur des éditions où ils sont leurs propres éditeurs, quoi. Et du coup, peut-être d'en vivre un peu plus décemment. Mais pareil, je pense que ça ne toucherait que... On se retrouverait toujours avec ce problème-là que, entre guillemets, j'ai envie de dire, à la base, c'est un biais qui me gênerait presque. À la base, le crowdfunding, c'est pour que les petits fassent entendre leur voix. Ça permet normalement aux petits de lancer des projets. Si les gros commencent à aller chercher les clients là-dessus, à un moment donné, tu peux pas crowdfunder tout. Toi, tu le sais toi-même, vu que depuis que tu fais ta rubrique crowdfunding dans le One Day Club,
Je pense que tu as backé pas mal de projets. Il y en a certains qui m'ont pas. Disons, après, voilà, il y a des projets qui te plaisent. Comme je te dis, visuellement, t'accroches. Il y a des projets qui te plaisent parce que le sujet, tu te dis, oh, ça a l'air trop bien. Bon, graphiquement, ça me plaît pas trop, mais ça a l'air sympa. Ouais, et puis t'as l'auteur qui te touche, t'as envie de l'aider. Il y a ça aussi. Voilà. Après, il y a des fois aussi, tu vas aimer un projet, même si pour autant tu te dis, ouais, peut-être pas bien, mais ouais, je le tente. Voilà, je suis d'accord. Mais est-ce que ça peut pas être une solution, on va dire, peut-être pas pour tout le temps, mais de temps en temps, même pour des grands, de faire aussi ce style de choses. Toi, tu penses vraiment que ça peut rester que pour des petits éditeurs, enfin des petits auteurs pas très connus, quoi. Je pense que ça va pas l'être, mais disons que quand tu vois que Orange, par exemple, a fait un Kickstarter pour un téléphone rétro, tu te dis, attends, ils ont pas les sous pour se payer un service R&D et se lancer un truc comme ça. On va se retrouver avec des cas où on va avoir, on a eu le cas dans le jeu, on a eu le cas dans le jeu vidéo où des éditeurs. Est-ce que c'était pas pour faire le buzz aussi? Oui, mais on a eu le cas dans le jeu vidéo où des éditeurs, des gros éditeurs, sont allés toucher des auteurs en leur disant, vous pourriez pas lancer un projet, on vous soutient. En gros, ils demandaient à l'auteur d'aller chercher des sous pour lui. Ouais. Pour lancer le projet. Et on risque d'avoir ces biais-là au niveau des projets. Voilà, il y a des biais possibles en fait. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai peur que ce soit dénaturé. Voilà. Mais c'est vrai que pouvoir soutenir un petit projet, moi je suis content. La plupart des projets que j'ai soutenus en anglais ont été édités en français depuis. Tu vois, donc t'étais toujours un peu fier. Tu dis, hey, ça, je l'ai soutenu en anglais alors que c'était pas sûr que ça marche et ça a été sorti en français. C'est qu'un éditeur, lui, français, l'a remarqué pour la traduction. Mais est-ce que si c'est pas un moyen enfin même pour des grosses boîtes, de lancer des projets sur lesquels ils croient pas vraiment et de se dire, je teste, je fais un crowdfunding sur une partie de la somme en me disant s'il y a une communauté qui suit, ça veut dire que je peux prendre peut-être le risque de lancer le projet à un niveau national avec une com plus importante. Ça pourrait être ça, mais disons que ça risque d'être mal perçu parce que tu vas prendre la place d'un petit en faisant ça entre guillemets. J'ai peur que ça soit mal perçu, mais j'ai peur que ça arrive aussi. Je sais pas, on n'a pas encore vu ça. On pourrait aussi avoir des exemples. Genre un projet qui a été suivi par un éditeur, l'éditeur a abandonné, a rétrocédé les droits à l'auteur, et l'auteur se dit moi je vais tenter un crowdfunding. Alors pourquoi pas. Il y a plein de possibilités. Ça permettrait d'avoir des tomes, des derniers tomes de séries qui ont été abandonnés. Ouais, abandonnés, ouais. Là, ça pourrait être intéressant, effectivement. Mais je vois ça plus pour oui, qu'un gros éditeur se lance pour donner la possibilité de lancer un projet à un auteur et de le payer bien que ça fasse pas assez de ventes ou quoi que ce soit, voire même de le payer plus si finalement c'est un succès auquel il s'attendait pas. Pourquoi pas? Mais j'ai peur que, à un moment donné, l'éditeur, il l'a aussi pour prendre sa part. Et à partir du moment où l'éditeur sera au milieu, il y aura moins pour l'auteur, même si l'auteur aura peut-être moins à faire vu qu'il pourra se concentrer sur son travail d'auteur. Ouais. Eh bien, je te remercie donc pour cette chronique. On va passer à la suite. Et notre duel du soir, Altaïr versus Game of Thrones. Alors un petit rapide bilan de Altaïr. Donc c'est l'histoire de... Qu'est-ce que t'as fait tomber encore? Non, je continue. Vas-y, vite ton cahier. Voilà, j'ai vidé mon cahier, il n'y a plus rien dedans. Alors, c'est l'histoire de Mahmoud. Tugrul. Désolé. C'est un grand black chauve. C'est ça. Donc, qui est le plus jeune pacha de la Turquie. Un pacha, en fait, c'est un général d'armée. Il a des valeurs, ce petit gars. Il est droit dans ses bottes. Il est capable, voilà, de tout faire pour sauver un ami, même si il doit le faire aux dépens de son pays ou aux dépens peut-être des intérêts de son pays. Et c'est quasiment ce qu'on nous montre presque dès le premier tome, justement, où il va faire passer l'honnêteté d'un de ses amis. Un peu dans un jeu de dupes, voilà, où il va déjà être dépassé, on va dire, par les guerres qu'il va y avoir entre les différentes factions. Alors pourquoi est-ce que je vous dis Altaïr versus Game of Thrones?
parce que là, pour l'instant, je vous ai présenté juste Mahmoud. Mais parce que Mahmoud, justement, en ayant aidé son pote, il va se retrouver déchu, il perd son titre et il va se retrouver, tiens, va cultiver ton jardin, mon gars, et quand tu seras grand et que tu sauras plein de choses, tu pourras revenir. Parce qu'il est super jeune. Hein. Il est super jeune. Et oui, c'était le plus jeune. Et je sais pas, il a 16 ou je sais pas quoi. Enfin, c'est... Ouais, mais il en jette. Ouais. Voilà. Et là, c'est là où on arrive dans Game of Thrones. Parce que donc, qu'est-ce que le royaume de Turquie et tout ce qui l'entoure? Alors, le royaume de Turquie, c'est la Turquie actuelle, bien sûr, avec différents sous-royaumes. Le Mizrak, le Urad, le Kilich et le Bisak. T'as un royaume sur un balai qui vole et qui court après des balles? Je vais pas faire de commentaires. À ça, on a aussi donc Vénédic, qui ressemble à une sorte de cité vénitienne de l'époque. Le royaume donc de Turquie. Je crois que c'est Balta, justement. Baltringue. Baltren. Et l'Empire, c'est l'Empire Balrin. L'Empire Balrin. Et donc, voilà, déjà, là, je vous ai quand même cité 5 ou 6 royaumes différents. Forcément, 5 ou 6 royaumes différents vont entraîner 5 ou 6 seigneurs différents. Et encore pire pour le royaume de Turquie, car lui est une sorte de pseudo-démocratie qui élit une sorte de grand vizir qui décide pour tout le monde, mais qu'il faut donc élire. Et là, forcément, qui dit élection, dit lutte intestine, vas-y, traîtrise, je t'achète tes voix, en échange je te donne des esclaves, et toi tu me donnes mon territoire, et toi, voilà. Et c'est là où on arrive à une sorte de géopolitique de la mort, un truc de ouf, qui ressemble vraiment, je trouve, à un Game of Thrones au niveau géopolitique. Des trahisons, des gens qui jouent un double jeu, qui essayent de retirer le maximum d'intérêt d'un truc, qui font faire des choses à d'autres personnes en se disant que s'ils se ratent, eh bien c'est pas grave, parce que comme de toute façon j'ai dit que je l'avais renié avant, s'il se rate, c'est pas grave, il n'était pas avec moi, mais s'il réussit, eh bien il réussira en mon nom, en disant en fait qu'en sous-main il travaillait pour moi. Voilà, c'est ça. Ouais, bah, tiens, tu voulais que je sois pas trop d'accord, mais justement, je vais faire le mec qui est pas d'accord. On a quand même une grosse différence, c'est que bon, on est dans une sorte de Moyen-Orient fantasmé, médiéval fantasmé. On n'est pas dans le vrai Moyen-Orient, mais justement, on reste dans ce Moyen-Orient et les différences entre les peuplades ne sont pas aussi marquées que dans un Game of Thrones, ce qui fait que on perd beaucoup, je trouve, en clarté sur qui est qui et quels sont les enjeux. En gros, quand tu regardes un Game of Thrones, tu vois un personnage, tu peux en 2 secondes deviner à peu près de quelle région il vient. Parce que tu vas avoir une grande différence de climat, de coutumes, etc. Une grande diversité. Et là, comme on est vraiment sur un côté moyen-oriental, je trouve que c'est moins marqué et que parfois, moi, c'est un peu le problème que j'ai eu avec Altaïr, on s'y perd un petit peu quand même. Sur les différents personnages, je veux dire. Ouais. Les différents personnages et savoir pour qui ils travaillent. Je suis d'accord que le pour qui ils travaillent, des fois, tu as des doutes parce que des fois, ils ont 1, 2 employeurs et ça peut être compliqué. Par exemple, si je te demande de me citer 5 personnages de Game of Thrones. Facile. 5 personnages d'Altaïr. Mahmoud, déjà. Abiriga, celui qui l'aide, l'espion qui l'aide à Vénédic. La meuf qui est la petite fille. C'est la meuf, ouais, tu vois. La petite fille, c'est dur de trouver les noms là. T'as Fatma. Elle était aidée avec son frère. Balaban, voilà. Ah, et l'empire du royaume ennemi. L'empire Balrin. L'empereur du royaume Balrin. Voilà, et c'est des noms qui sont pourtant répétés. Tu vois, on a moins ce... Mais effectivement, là, il y a une clarté là-dessus, c'est que l'empire Balrin est clairement occidental. Et c'est clairement... Ça, c'est clairement montré. Là, on fait bien la différence entre eux. C'est clairement les méchants. Mais là, pour le moment, comme tous les complots se passent en interne dans la Turquie, la grande Turquie, on est vraiment sur des peuplades qui sont très proches et c'est vrai qu'on a tendance à s'y perdre un petit peu. À s'y perdre un petit peu, mais je pense que les personnes qui ont lu ont eu, je pense, au début un peu de mal à tout saisir quand même. Parce que je l'ai pas lu. Il faut le temps que ça se mette en place. Là, tu me dis, voilà, 5 personnages de Game of Thrones, c'est facile. Oui, mais sauf que tu as eu combien d'heures de visionnage avec tous ces personnages? Combien d'heures de lecture? Mais pas tant que ça. Je veux dire, là, on est au tome 7, tu as dû lire combien de temps Altaïr? Tu as dû en lire, 2-3 heures. C'est toi qui lis très très vite aussi. Non, mais je veux dire, tu l'as lu. Voilà, oui. tu as 3 heures de lecture d'Altaïr versus presque, on va dire, 20 heures, 20 ou 25 heures de Game of Thrones. C'est pas pareil, forcément. Au bout de 25 heures, tu commences tu connais tous les noms.
Et tu dis, oui, machin, c'est le fils de Bidule. Ouais, ça, tu connais, parce que tu connais l'arbre généalogique. C'est exactement pareil quand on lisait le Silmarillion pour Tolkien. Ah bah, je me suis arrêté parce que l'arbre généalogique, ça m'a gonflé, j'ai pas été plus loin. Ouais, mais parce qu'au bout d'un moment, en fait, il faut dire que c'est des histoires, c'est comme des nouvelles. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de Sam et Max, c'est des nouvelles. Faut les lire comme des nouvelles. C'est des petites histoires. Bon, des fois, tu sais plus qui est qui, mais c'est pas grave. C'est une histoire. Oui, alors je dis pas que c'est pas réussi dans le récit Altaïr, c'est ce que je disais la semaine dernière. Mais voilà, alors bon, tu parles du côté géopolitique. Maintenant, est-ce que c'est le seul point d'accroche avec Game of Thrones? Alors, c'est le gros point je veux dire, voilà, qui est la ressemblance, je trouve, avec Game of Thrones, parce que tu as toute la géopolitique est super intéressante, quoi. C'est vraiment les luttes intestines pour le pouvoir. Oui, et puis un membre de la même famille va peut-être pas avoir les mêmes objectifs Ben oui, que d'autres. Parce que du coup, on va dire le petit frère qui était le soutien de son grand frère quand celui-ci était le sultan et qui abondait dans le sens de toutes ses décisions en disant oui, tu as raison, continue, continue. Le jour en fait où il peut lui planter un couteau dans le dos et prendre le pouvoir à sa place, ce jour-là, il arrêtera de lui dire oui, il lui plantera le couteau. Et là, le frère fera mais comment tu m'as trahi? Eh oui, je t'ai trahi, Coco. Ça fait déjà 10 ans quand même que je te subis. Donc maintenant, j'ai envie d'avoir le pouvoir. Selon toi, on a autant de surprises, de trahisons et de choses inattendues que dans Game of Thrones? Il y a quand même des... Ouais, moi, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y a des retournements de situation qui sont pertinents et qui sont bien amenés. Je trouve ça assez fin d'un point de vue politique. Moins violent en tout cas. Alors, maintenant, clairement, le duel d'un point de vue violence est clairement perdu par Altaïr. Même s'il y a des fights quand même qui sont pas piqués des hannetons avec un aigle et tout. Enfin, un faucon. Mais et aussi Iskander. et aussi le duel est largement perdu d'un point de vue du vice, de la perversion et de la sexualité, car Altaïr, on n'a pas tout ça. Oui, il est un peu pas sexué en fait. Ben voilà, c'est ça. C'est quand même un manga, c'est un shonen, donc c'est destiné à je sais plus qui. Ouais, c'est du jeune adulte. Ouais, voilà. Donc et ils ont pas trop sexué. Ça, c'est sûr que par rapport à GOT, c'est quand même beaucoup plus léger, beaucoup plus gentil. Hein. Oui, ça se concentre plus sur la géopolitique. Mais d'ailleurs, pour le genre entre guillemets shonen, hein, et je crois il est classé par Glénat en shonen aussi. Shonen. Ouais. Shonen, je trouve qu'il a un propos très très sérieux. Pour revenir un peu sur le côté analyse, au départ, on a quand même un personnage influent qui va faire une chute, et c'est à partir du moment où on est dans la chute qu'on n'arrive plus dans la structure du shonen. C'est-à-dire le récit initiatique du personnage qui va se balader, faire des rencontres et avoir des adversités de plus en plus fortes pour s'affirmer dans la société et devenir quelqu'un de fort et puissant. Ça, c'est le classique dans le shonen. Tu prends n'importe quel, ceux de sport, ceux de baston, ceux de ce que tu veux. En général, le personnage part de bas et tu le vois qu'il a un don, il a un talent, mais il est en bas. Mais on sait qu'il a un truc, tu vois, qui fait qu'il n'est pas comme les autres. Et on le voit qu'il monte en ayant des adversités de plus en plus grandes, des ennemis qui deviennent ses potes, etc., etc. C'est du classique en shonen. Mais c'est pas arrivé dès le premier tome dans Altaïr, ce qui m'avait un peu surpris. Et en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vrai que les scènes d'action sont souvent des combats de masse, rarement des combats au corps à corps, en des duels, quoi. Souvent des combats de masse avec les personnages qui sont en arrière-plan à faire autre chose. Et puis aussi des duels géopolitiques avec en fait je vais t'enfiler parce que tu croyais que j'allais avoir ça, mais ma stratégie de combat fait que on est vraiment dans de la stratégie, et c'est vrai qu'il y a un côté intéressant. Je trouve que justement un des points forts par rapport à Game of Thrones, c'est que les stratégies de combat sont plus claires que dans la série Game of Thrones. Peut-être que dans le roman c'est pas pareil. Oui, j'en parle que de la série télé, je n'ai pas eu non plus le cœur de lire tous les livres. Voilà. Ah, on va dire que des BD. Oh, ça va, j'ai commencé les années du disque monde. Hein. Bon. Et t'as raison. Donc, on en revient à notre Altaïr versus Game of Thrones. Alors, il ne gagnera peut-être pas contre notre série bien-aimée, mais quand même, je trouve qu'il y a une ressemblance et il y a un bel intérêt pour Altaïr. Ouais, je pense que je vais abonder en ton sens. Il y a un côté au niveau de la géopolitique. J'y ai pas trop cru, hein, parce que je crois que c'était un des arguments de Glénat à la sortie d'Altaïr sur le côté Game of Thrones. Et c'est vrai que dans le premier tome, on voit pas trop ça, mais que ça arrive très vite en fait, et que c'est plutôt. Je continue à recommander en tout cas ce manga, et cette approche est intéressante. Ouais.
Alors surtout en plus que du coup, tu vois, j'avais proposé le sujet Altaïr versus Game of Thrones avant en fait d'avoir lu les trucs de Glénat qui en parlaient en fait sur le tome 1. Et je faisais ah merde. Ah, t'as lu les trucs de Luna, il disait pareil? Ouais, c'est ça, il disait ça. Il disait ça en fait. Et là j'ai fait ah merde, j'ai proposé le sujet mais en fait c'était déjà dit dedans quoi. Sous-entendu. C'est pas grave. Eh bien, je crois que voilà, c'est fini. On va se dire au revoir comme sur le quai d'une gare. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur le site du club, sur le site excusez-moi, sur le site de la Splash Page, pas du One A Club. C'est le même site, c'est la voix des bulles.fr. C'est la voix des bulles, voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires aussi sur iTunes, à mettre des petites étoiles pour essayer de faire parler de nous. Quoi d'autre? Faut s'abonner au flux RSS de la Splash Page. Ah oui, le nouveau flux RSS qui fonctionne visiblement très bien et One IP, on est très 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 heureux. Oui, je pense qu'on a... Bon, on n'a pas autant d'abonnés que sur le One A Club, mais on commence à avoir une petite montée sympa. Puis certains d'entre nous suivent en suivant le flux global de la Voix des Bulles qui permet d'avoir et le One A Club et la Splash Page. Ok. Alors à bientôt, peut-être dans une prochaine émission, la numéro 3. Ciao, ciao. À bientôt. She's nervous for the face off. Bad luck, she's a cute